Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Cet épisode est un peu spécial puisque vous allez me retrouver avec Paul et Jérôme lors du salon Data et IA de Nantes en septembre 2024. Nous avons eu la chance de pouvoir enregistrer un épisode live dans une salle avec du public. Bonne écoute. On avait fait un épisode à Devox où on s'était réunis dans une petite salle et on avait quelques personnes et on avait fait un truc très interactif. Alors on va essayer aussi d'être interactif pour cet épisode parce que vous allez voir, on va vous faire participer un petit peu. Donc on va faire vaincre l'éventuelle timidité que vous aurez. Pourquoi est-ce qu'on va parler de data quality ? Vous allez me dire, parce qu'en 200 épisodes, on a quand même une quantité astronomique de sujets sur lesquels on aurait pu revenir. Et puis on s'est dit, finalement, la data quality, c'est pas souvent ce que j'appelle le parent pauvre de la data, des projets data IA. On veut faire plein de trucs en IA, mais souvent, on ne s'intéresse pas trop à ce sujet-là. Et finalement, qu'est-ce que vous allez faire avec votre donnée si votre donnée n'est pas fiable ? Alors, grâce à Jérôme et à Zinea, Zinea Action, je sais pas encore ce qu'il faut dire, hein, Jérôme, je ne sais même pas si toi tu le sais d'ailleurs. On a un petit bouquin qu'on va vous faire gagner, donc ça peut vous inciter à participer à cet épisode et à venir nous donner des réponses. Alors, comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous avez des réponses, même les plus farfelues, n'hésitez pas. Ce sera toujours très marrant à faire. Et on va commencer par quelques petites devinettes. Et c'est toi, Paul, qui va... Alors, je vais vous parler de qualité de données, forcément, et de non-qualité de données. Quelques anecdotes. Vous nous partagerez aussi tout à l'heure peut-être vos meilleures anecdotes de non-qualité de données en entreprise. Je vais vous poser la question suivante. Alors, pour l'instant, il n'y a pas à gagner encore d'ouvrage, vous allez voir, mais c'est pour vous échauffer. Quel est pour vous le légume qui contient le plus de fer ? Alors, attention, vous pouvez crier, allez-y. Les lentilles. Alors, excellente réponse. Et la mauvaise réponse, est-ce que vous avez la mauvaise réponse ? Parce que ça m'arrangerait pour la suite de mon anecdote. Les épinards, mauvaise réponse, mais c'était la réponse que j'attendais. Alors, pourquoi les épinards ? Parce que tout simplement, quand on a mesuré, quand la personne a fait sa mesure de quantité de fer dans les épinards, eh ben, elle n'a pas mis la virgule au bon endroit. Et donc, ça a fait x10 sur la mesure. D'où cette imagerie autour de Popeye, des épinards, et voilà. Et pourquoi on a traumatisé des enfants en les obligeant à manger ça, parce que ça peut être très bon de toute façon. Mais en tout cas, première erreur historique de qualité de données. Ça veut dire qu'avec de la qualité de données, on n'aurait pas Popeye. Et Paul, tu avais un autre cas de mauvaise qualité de données qui est plus proche de nous et qui a été quand même un tout petit peu plus grave quand même. Alors, on arrive en Angleterre, on revient aux années Covid, et là, il y a un livre à gagner cette fois-ci. Alors, attention, pourquoi le nombre de personnes touchées par le Covid dans les listings qui remontaient à la plateforme de centralisation, pourquoi ce nombre s'est arrêté à 65 535 ? Je répète, 65 535. Alors, on va vous passer le micro pour que ça soit enregistré. La limite Excel. Voilà la limite des fichiers .xls, donc qui était ensuite peut-être converti dans un autre format, mais qui est effectivement tronqué. Et je crois qu'il perdait à peu près 16 000 patients, enfin 16 000 malades par fichier. Donc voilà, problème à nouveau de qualité de données. Sachant qu'en plus, à l'époque, Excel était déjà capable d'en supporter plus, mais leur système était ancien. Il passait vraiment par le vieux format XLS et pas par les formats open qui existent aujourd'hui. Alors on vous propose, si vous avez une anecdote aussi qui vous revient, on remettra du coup le premier livre, voilà, vous remportez votre premier lot. Si vous avez une anecdote qui vous revient, faites-nous en part, on trouvera un petit moment pour la placer dans l'épisode. Ou tout de suite, s'il y en a un qui veut... Alors, l'anecdote n'est pas vraiment de moi, donc je ne sais pas si c'est pertinent. Ça compte ? Ok. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelait Convoy à une époque, qui faisait en gros, de mémoire, c'était plus ou moins un Uber pour transporter des remorques de poids lourds. Et en fait, du coup, ils avaient un système de pricing. Et donc, ils avaient une marketplace où les gens enchérissaient pour prendre les remorques, etc. Et donc du coup, ils ont entraîné un modèle pour prévoir plus ou moins les prix des remorques, donner des ordres de grandeur des prix aux gens qui mettaient les remorques comme ça.
Et le problème, c'est que un beau jour, il y a une partie de l'entreprise qui s'est décidée à développer un autre modèle pour enchérir automatiquement sur les remorques. Et du coup, les deux modèles se sont alimentés l'un et l'autre et ça fait cracher complètement le prix des remorques et ça a coûté des millions à l'entreprise. Donc voilà, petite anecdote sympa sur Convoy. Alors, on va, pour vous donner un peu de matière, pour que vous puissiez réfléchir un peu à cet aspect data quality, on va vous lister les grandes dimensions. Et puis là-dessus, derrière, on travaillera un petit peu là-dessus. Alors c'est toi, Jérôme, qui a préparé ça, comme tu en as l'habitude dans de nombreux épisodes, de nous faire des sujets bien documentés, qui a préparé justement ces grandes dimensions qui sont, accrochez-vous, au nombre de 12. Alors il y en a évidemment quelques-unes qui seront plus évidentes que d'autres, mais on va vous lister ça. Et puis c'est peut-être pas tout à fait complet, mais 12 c'est déjà pas mal. Alors la première qu'on connaît le plus, c'est la complétude, c'est-à-dire que est-ce que les données sont bien présentes, elles sont bien renseignées. Et alors je vais tenter un défi devant vous. Je vais illustrer ces 12 dimensions par des métaphores culinaires. Donc on est parti déjà avec les lentilles et les épinards. Donc je vais vous illustrer ces 12 dimensions. Donc complétude, j'arrive devant mon maraîcher préféré et donc je cherche en fait l'intégralité des légumes pour la ratatouille. Voilà, donc complétude de données. Ouais. Ensuite, c'est la cohérence. Typiquement, la donnée, qu'elle est la même dans toutes ses copies ou dans tous les systèmes dans lesquels elle pourra être présente et pas avec des valeurs différentes. Alors, la tomate. Il y a des tomates dans la ratatouille, bien sûr, mais la tomate est-elle un fruit ou un légume? Alors là, il n'y a pas de livre à gagner cette fois-ci. Vous savez tous que la tomate est un fruit, bien sûr, si on s'en tient au côté scientifique, mais on sait, donc ça c'est la connaissance scientifique, mais on sait que l'intelligence, c'est de ne pas mettre de la tomate dans la salade de fruits. Voilà. Donc, effectivement, cohérence des données, si ma tomate est classée de deux manières différentes, ça devient une incohérence. Ensuite, il y a la conformité. C'est en gros, est-ce qu'elle respecte certaines spécifications, son format ou les domaines de valeur. Est-ce que j'ai des points des valeurs qui veulent rien dire, en fait, des choses comme ça. J'ai besoin de courgettes pour continuer ma recette. Des courgettes, on peut en trouver des longues ou des rondes. Et effectivement, vu comment on va les découper, si je cherche à faire des petites tranches, je serai plus à l'aise avec les courgettes longues. Donc on va appliquer la conformité sur ce modèle de courgette. Ensuite, il y a l'unicité. L'unicité, c'est en gros, est-ce que j'ai pas de doublons? C'est-à-dire, si j'ai des patients, par exemple, il m'en faut pas 2 fois le même patient dans 2 enregistrements différents. Je veux pouvoir être sûr d'avoir les données uniques. Alors, j'ai ma fameuse courgette longue pour continuer ma recette. Si mon maraîcher la vend à 2 personnes, s'il me la vend à moi et à un autre client, bon, effectivement, là, l'unicité ne sera pas respectée. Ensuite, c'est une dimension qui est un peu double, c'est la fidélité et la précision. Donc la fidélité, c'est vraiment le degré de proximité de la vérité. En gros, si j'ai une cible, est-ce que je tape vers le 1000 ? Et la précision, c'est en fait le degré de répétabilité de la mesure. Donc, si je tire toujours, en fait, est-ce que mes points sont groupés? Alors, je peux avoir un biais ou je peux avoir éparpillé mes tirs, par exemple. Je vais quitter un peu la ratatouille pour faire juste un jus d'orange pressé. Effectivement, vous avez tous fait l'expérience de non-répétabilité. Vous pressez 2 oranges, vous n'êtes pas garanti de remplir votre verre en entier à chaque fois. Après, il y a la justesse qui est assez proche des 2 précédents, mais c'est plus sur l'effet. Donc c'est quelque chose qui va être binaire. En gros, pour voir la différence, c'est que si j'ai une adresse où il manque le numéro, ou le numéro, j'ai le 5 au lieu du 7, il y a une erreur, mais factuellement, je vais quand même arriver à livrer avec le nom de la personne. Par contre, si j'ai une erreur d'un chiffre sur un numéro de téléphone pour rappeler mon client, là, ça ne va pas marcher, je ne vais pas pouvoir le corriger, en fait. Donc, justesse de données appliquée à la ratatouille. Est-ce que vous mettez des poivrons dans votre ratatouille? Attention, s'il y a des gens très radicaux sur la recette, ils n'en mettront pas. Mais effectivement, ça ne sera pas dramatique si on en rajoute. Ensuite, il y a l'accessibilité. Donc, c'est essentiellement de la notion de gestion de droit et de gouvernance. Donc, c'est la capacité, en fait, à mettre à disposition la donnée des personnes qui doivent en connaître et de ne pas le mettre à disposition de ceux qui ne doivent pas en connaître.
Alors mon maraîcher a eu l'occasion d'acheter des fraises à Rungis ce matin. J'espère qu'il va pas, qu'il va se restreindre là-dessus et qu'il va pas me donner l'accessibilité aux fraises au mois de septembre, et donc m'interdire du coup d'accéder à ce produit. Donc il y a la sécurité ensuite. Donc c'est la protection contre les modifications, qu'elles soient volontaires, enfin accidentelles ou malveillantes. Alors, si j'achète des châtaignes, j'espère qu'elles ne sont pas véreuses à l'intérieur. Je ne m'en rendrai pas compte de l'extérieur, mais effectivement, elles seront vérolées au sens premier du terme. Il y a la fraîcheur. C'est en gros, est-ce que les données sont accessibles suffisamment rapidement. Alors, suffisamment rapidement, c'est quelque chose qui va dépendre du contexte et du besoin. Ça peut être la seconde, mais ça peut être aussi le lendemain ou la semaine d'après. Voilà, et donc je vais acheter des fruits et des légumes frais. Bon, là, je ne suis pas allé très loin dans la métaphore, mais il n'y avait pas forcément besoin de le pousser. Ensuite, il y a la disponibilité. Alors, c'est pas tout à fait comme l'accessibilité, c'est-à-dire que est-ce que la donnée va être vraiment accessible, va être disponible, présente, le système qui la contient marche, fonctionne. Est-ce que j'ai des redondances pour si jamais j'ai mon système qui se perd, que je puisse quand même récupérer la donnée par ailleurs, éventuellement des sauvegardes ou des choses comme ça. Donc je vais quand même acheter des fraises, mais c'est des remontantes. Bon, ça va, elles sont disponibles. Donc je vais me permettre une barquette de fraises en septembre. Il y a la couverture, c'est en gros, est-ce qu'elles couvrent, est-ce qu'elles sont utiles et pertinentes? Parce que je peux avoir des données qui servent à rien, et puis je peux avoir des données qui manquent pour mon usage. Et là, il ne restait plus que des tomates cerises. Bon, il va falloir adapter un peu la ratatouille, mais bon, ça devrait quand même fonctionner. Et enfin, on termine avec l'intégrité. C'est est-ce que les données enregistrées sont bien celles que l'on voulait enregistrer? Donc, est-ce qu'il y a eu des erreurs de saisie? Est-ce qu'il y a des altérations de la donnée? Enfin, en gros, est-ce que la donnée est bien telle qu'on avait l'intention de la mettre? Et là, je me rends compte que mon modèle de reconnaissance, de computer vision, qui a essayé de me commander des courgettes, m'a livré des concombres, et je me retrouve avec des concombres dans la ratatouille. Je ne sais pas en quelle mesure tout ça, ça vous inspire sur le fait de comprendre un peu mieux les grands enjeux qu'il y a derrière cette data quality, parce que vous avez vu, il y a énormément de choses. Alors, allez, qui aujourd'hui a la perception de 30% de ce qu'on vient de dire comme valeur? Levez la main, s'il vous plaît. Qui aujourd'hui en mesure plus de la moitié? Ouais, on est quand même assez hésitant, hein. Je veux dire, moi le premier, hein, je sais qu'à un moment donné, on est quand même très très loin de tout ça. Et c'est clair qu'à un moment donné, on a vraiment une nécessité de progresser énormément sur l'ensemble de ces éléments. Et c'est vrai que, vous avez sûrement déjà dû m'entendre dire ça, c'est généralement un facteur, un marqueur très important de maturité par rapport au projet data qu'on va réaliser dans une entreprise, par rapport à la gouvernance qu'on peut avoir autour de la data. C'est la capacité qu'on a à appréhender ces grandes dimensions pour pouvoir faire progresser ce que l'on fait au quotidien. Et donc, vous allez me dire, pour progresser, il faut mesurer tous ces points qu'on vient de voir. Et donc, progresser, pour les mesurer, la méthodo qu'on a, nous, un peu relevé dans ce qu'on a un peu documenté le sujet pour préparer cet épisode, c'était de faire un framework qui s'appelle Define, Assess, Realize, Sustain. Et donc, dans le Define et Assess, évidemment, toute la liste qu'on vient de faire ensemble, c'est ce qu'il faut prendre en compte comme chose que l'on va mettre dans un catalogue de choses que l'on veut mesurer. Et ensuite, faire cette mesure, c'est le assess. Et ça nous permet d'avoir un point de départ pour ensuite avoir des outils qu'on va caler lors de la réalisation de notre data quality et lors de la démarche qu'on va faire pour pouvoir monter en gamme là-dessus. Et donc là, on va pouvoir commencer à parler de tout un outillage. Et c'est ce qu'on va détailler ensemble. Alors, le premier outillage, évidemment, vous le devinez, avec Jérôme à côté de moi, ça va être évidemment de travailler avec un data catalogue. Alors, évidemment, les gens vont nous dire, il faut d'abord mettre en place une méthodologie, mais le data catalogue peut être quelque chose qui permet de bien asseoir cette méthodologie. Alors, le catalogue, ça peut être quelque chose d'extrêmement vaste et d'extrêmement différent. Et donc, je vais laisser Jérôme nous expliquer un petit peu les grandes dimensions d'un data catalogue et ce qu'il permet de faire et ce qui va vous permettre de mettre en place pour pouvoir assurer cette data quality. Ouais, alors déjà, il y a plusieurs types de data catalogue. Là, ce qu'on parle, c'est vraiment ceux qui sont utilisables pour la data quality, alors même si tous un peu plus ou moins. Mais parce qu'il y a vraiment des data catalogues qui vont être très techniques,
qui vont être là, plus des outils d'intégration qui vont permettre éventuellement de la découverte locale et qui vont pouvoir faciliter l'intégration de différents systèmes. Et puis il y a des catalogues un peu plus haut niveau, donc c'est typiquement ce qu'est Zinea et autres, où en fait on va avoir une couche sémantique qui va se rajouter à ça. On va avoir énormément d'éléments pour en fait vraiment qualifier la donnée et autres. Et il y a aussi et qui vont être capables d'intégrer aussi des dimensions de qualité. Donc il y a plusieurs catalogues qui font ça. Enfin, Zinea le fait, mais lui ne travaille pas directement la data quality. En fait, il va l'importer d'outils qui sont là pour faire de la métrique elle-même. Mais le catalogue, il va être utile pour découvrir en fait les données qu'on a et les mettre à disposition et les qualifier, leur donner une dimension métier qui va permettre en fait à l'ensemble de l'entreprise en fait d'avoir conscience et de maîtriser ces données. Il y a une petite ambiguïté qui s'est installée il y a de ça quelques temps. Vous avez sûrement dû entendre dans les derniers épisodes qu'on a fait sur ce printemps, avec les annonces de Databricks et de Snowflake qui ont sorti respectivement chacun leur Unity Catalog et leur Polaris Catalog. Et ce sont pour le coup, dans ce que vient de dire Jérôme, les catalogues d'ordre technique. C'est des catalogues d'intégration de données. C'est-à-dire qu'ils ne vont absolument pas vous apporter une dimension de conformité métier de vos données, de capacité à avoir un glossaire métier. C'est exclusivement des catalogues qui vont vous permettre de dire ce dataset, il repose dans tel élément technique à l'intérieur de votre système. Et si vous voulez faire une requête sur telle grandeur, ben c'est tel dataset qu'on va utiliser. Mais c'est absolument pas quelque chose qui va vous permettre de prendre un concept métier, d'aller voir des gens dans votre entreprise et de leur donner une dimension. Donc il faut vraiment faire attention sur c'est tellement vaste le terme catalogue, c'est presque aussi vaste que la data, quoi, le catalogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde va vous fournir un catalogue et avec des capacités extrêmement différentes par rapport aux objectifs que ça va pouvoir satisfaire. Ce qui ne les rend pas moins utiles, notamment comme source pour des catalogues de plus haut niveau, éventuellement d'entreprise. Puisque aujourd'hui, effectivement, par exemple, Zinea est capable de collecter les données de ces catalogues-là pour les remonter et les agréger et en donner une vision globale sur les différents systèmes. On peut citer aussi peut-être le premier d'entre eux, en tout cas celui qui est open source et supporté par la fondation Apache, qui est Atlas, donc qui a aussi un protocole supporté après par plusieurs catalogues pour réussir à fédérer, comme tu disais, à avoir une couche qui supervise les différents catalogues. Oui, il y a celui-là, il y a aussi chaque cloud a son catalogue, et souvent ils ont des informations qu'ils arrivent à récolter, les informations techniques de bas niveau qu'ils arrivent à récolter de façon bien, et le catalogue entreprise, lui, il va récupérer de ça d'autres sources aussi, il va agréger la totalité, et il va permettre ensuite de construire d'aller même un peu plus loin, parce que l'idée, ça va être aussi de structurer ces jeux de données une fois qu'on les a, et puis d'en faire des produits. Alors, et effectivement, quand on regarde dans une entreprise, vous allez avoir, généralement, on dit la gouvernance, c'est quelque chose où il faut démarrer très très haut dans la pyramide de l'entreprise. C'est quoi les objectifs stratégiques, et puis comment est-ce qu'on va décliner ça pour descendre jusqu'aux données. Et effectivement, la notion de data catalogue là-dedans est quelque chose qui va avoir son importance, puisque c'est avec ça que vous allez matérialiser les grands objectifs de gouvernance, et vous allez ensuite descendre graduellement jusqu'aux couches de données. Et donc, quand on regarde ce qu'un data catalogue est capable de faire, il va permettre aussi derrière à des utilisateurs qui ne sont pas les mains dans la donnée quotidiennement de pouvoir très facilement répondre à une question aussi simple, c'est OK, je dois répondre à telle question qui est quel est le chiffre d'affaires quelle est l'évolution du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, quels sont les datasets qui vont me permettre de répondre à ça. Si votre catalogue n'est pas capable d'assister un utilisateur qui n'a pas la maîtrise de la donnée pour répondre à ça, il ne servira pas à grand-chose. Donc c'est ce qu'on appelle cette data discovery qui permet ensuite de faire que vous êtes capable de découvrir un dataset à l'intérieur de votre organisation. Et puis il y a une autre chose, c'est quand vous avez un dataset qui est utilisé dans un report, vous voulez pouvoir à un moment donné vous dire OK, ce dataset, de quoi dépend-il ? C'est-à-dire quel est le flux en amont qui a alimenté ce dataset et qui a permis d'en faire le report, qui a permis de faire le chiffre.
Et accessoirement, on est bien d'accord, on parle de data quality, on est là ensemble pour parler de data quality. On va évidemment se retrouver dans une position où ce chiffre, un jour, est un petit peu challengé et contredit par quelqu'un, et il va falloir, parce que quelqu'un nous dit, non, le chiffre là, il est erroné, et il va falloir pouvoir remonter jusqu'au dataset source. C'est ce qu'on appelle le data lineage, qui est un vrai sujet très très important qu'on va retrouver dans tout bon data catalogue. C'est la capacité de remonter à la source de chaque dataset, c'est-à-dire de savoir qui a contribué dans ce dataset, qui est-ce qui a essayé, et donc qui est potentiellement celui qui a mis le verre dans le fruit, pour reprendre nos analogies culinaires de tout à l'heure. C'est de dire à un moment donné, c'est quoi qui est-ce qui a amené le verre dans le fruit et qui fait que le dataset résultant, il n'est pas bon. Et donc ça, c'est ce data lineage qui est un vrai sujet de préoccupation qu'on peut avoir. Alors, vous savez que dans les épisodes habituels, je tiens la rubrique du monde merveilleux des LLM, donc je ne pouvais pas m'empêcher de passer par la case LLM, justement au travers de la data discovery. C'est vrai que c'est le fait de pouvoir permettre aux utilisateurs d'aller découvrir, d'aller trouver les données qui les intéressent, et puis de faire quand même aussi ce premier contrôle visuel, d'afficher par exemple les valeurs distinctes qu'on a dans une colonne d'une table, et de se faire une idée, tiens, oui, effectivement, ça correspond bien à ce que j'attends dans cette colonne. Mais qui pourrait le faire si l'humain n'a pas le temps de se faire l'intégralité des tables de l'ERP et l'intégralité des colonnes à l'intérieur de ces tables? Mais qui de mieux que le fameux LLM, qui justement est en capacité, lui, de regarder un aperçu des premières valeurs d'une colonne et de se dire, ok, ça me semble bien cohérent, ça me semble être des adresses, ça me semble bien être des noms de villes, ou peut-être qu'après il y a la confusion, souvent quand on travaille à plusieurs pays, sur la notion de province. Peut-être que là le LLM va être assez intelligent justement avec sa compréhension globale du monde pour valider ou invalider la donnée. Donc à mon avis, on va avoir quand même de plus en plus ces fonctionnalités aidées par la fameuse intelligence artificielle pour aller qualifier la donnée de manière plus exhaustive et remplacer l'humain. Je ne sais pas, messieurs, si vous voyez ça comme une prochaine étape des catalogues. Alors c'est possible, éventuellement avec d'autres outils qui sont plus adaptés et qui seraient intégrés avec. Mais ça, il faudrait demander à ceux qui font le produit. Moi clairement, j'étais très dubitatif sur cette capacité d'auto-documentation des datasets. Et si vous avez utilisé ChatGPT, si vous avez un compte, vous avez peut-être eu l'occasion d'utiliser le GPT Data Analyst de ChatGPT. Et moi, le test que j'avais fait là-dessus, c'est de lui donner un dataset et de lui dire, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que tu peux me le décrire? Et effectivement, j'avais été assez stupéfait. Alors le dataset était un dataset assez simple, c'était un log d'exécution de machines virtuelles ou de lambda sur AWS, je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais où il y avait pour chacune des exécutions une ligne. Et donc, il me dit, la première colonne, ce sont des ID qui semblent être uniques dans le sample que j'ai, donc on peut considérer que c'est un identifiant unique de quelque chose. La deuxième colonne, c'est quelque chose qui est avec un XS, S, L, M, XL. Donc ça, c'est probablement la taille de quelque chose. C'est la première taille je sais pas. Donc, et la troisième colonne, c'est une date, et la quatrième colonne, c'est aussi une date, mais la troisième est toujours antérieure à la quatrième. Donc c'est peut-être un début, une fin. Et donc je vous fais pas toutes les colonnes, tout était à l'avenant sur l'ensemble des colonnes. Donc ça vous donne déjà une idée que finalement, ce que disait Paul à l'instant, qui est aujourd'hui de soumettre un LLM, et les progrès sont quotidiens, on le sait en plus là-dessus, soumettre à un LLM quelque chose avec pour lui faire inférer ce qu'il y a dans le dataset et créer la documentation. Chose qui est encore plus augmentée quand vous mettez en place une logique de RAG en prenant votre documentation que vous avez déjà écrite, donc avec des choses déjà existantes, et que vous soumettez ça, et vous dites au LLM, sur la base de ce qu'on a déjà fait, nous, humains, en termes de documentation, vas-y, fais-le sur les choses qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, on peut commencer à se dire que finalement, il n'y aura plus d'excuses pour avoir quelque chose qui ne soit pas documenté dans le futur. C'est un peu comme l'absence de commentaires dans le code des développeurs aujourd'hui avec Copilot. C'est presque impossible que ça puisse arriver, quoi. Donc là, on a la même logique qui est en train de s'installer pour cette notion de data catalogue. Alors, quand on a fait, ça c'est le premier step, finalement, le faire dans le tooling, de faire ce data catalogue. Si vous voulez de la data quality,
à un moment donné, qui dit data quality, ça veut dire que vous allez définir un certain nombre, pour chacun des datasets, un certain nombre de critères qui font que le dataset est recevable et consommable. C'est-à-dire que si on fait l'analogie avec un monde industriel, quand vous avez une chaîne industrielle, il y a des produits qui rentrent à l'entrée de cette chaîne, on va les tester, on va en tester la qualité, on va tester la qualité au fur et à mesure de la chaîne jusqu'au produit fini. Pour la data, c'est la même chose. Et donc, ça veut dire qu'à chacun des ateliers qu'il va y avoir dans votre usine à transformer de la data, il va y avoir des contrôles qualité à chaque sortie d'atelier avant de rentrer dans l'atelier suivant. Et c'est donc, cette analogie vous permet de comprendre un petit peu le data contract. Et le data contract, c'est finalement, qu'est-ce que j'impose comme critère à la sortie d'un certain nombre de transformations que j'ai pu faire sur ma donnée pour pouvoir vérifier que c'est bon. Et je me suis mis d'accord pas seulement avec celui qui a processé la donnée pour faire ce résultat intermédiaire, mais je me suis aussi mis d'accord avec tous ceux qui vont la consommer. Et donc, à un même jeu de données, d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs data contracts puisqu'il y a plusieurs consommateurs différents. Imaginez-vous, vous produisez un dataset avec 5 ou 6 colonnes différentes et il y a un consommateur qui utilise les 3 premières colonnes. Donc, s'il y a des défauts dans les colonnes 5, 6, 7, on s'en fout complètement. Par contre, si l'autre utilise l'ensemble des colonnes, il va avoir un contrat beaucoup plus restrictif pour celui-là. Donc c'est cette notion de data contract qui va vous permettre de commencer à faire des gardes-barrières à l'intérieur de votre organisation et de dire, ben finalement, je veux pouvoir garantir la qualité, non pas seulement à la sortie au point final, mais je vais faire plein d'étapes intermédiaires à l'intérieur de mon organisation dans lesquelles ces data contracts vont pouvoir permettre des points de passage et pouvoir valider, et on ne découvre pas a posteriori qu'on a eu un problème de qualité, parce qu'il n'y a rien de pire que, c'est l'anecdote que je cite souvent dès que je suis face à un client pour parler de ce sujet-là, c'est l'anecdote du comité de direction. Je dis, alors lors de votre dernier comité de direction, il y a bien évidemment un chiffre comme quelque chose comme le chiffre d'affaires ou la marge qui a été mis sur la table par 2 entités différentes de l'entreprise, la direction commerciale par exemple et la direction financière, et vous n'êtes pas arrivé au même chiffre. C'est assez évident. Et tout le monde dit ça peut nous arriver. Ben oui, évidemment, parce que vous n'aviez pas un data contract qui vous permettait de faire que dans votre montée de chiffres, la marge, c'est quelque chose qui est défini comme tel et qui a une définition et des tests qui permettent de valider que cette définition l'a bien forcée. Et donc, évidemment, on est un peu en train de jouer au buzzword bingo, là. On va en mettre un de plus, puisque on peut, une fois qu'on a fait le data contract, on peut assembler tous les data contracts ensemble et faire un data mesh qui permet de dire, finalement, j'ai quelque chose très décentralisé qui me permet d'avoir un ensemble de contracts qui interagissent entre eux, qui permettent de faire le lien entre différents nœuds, et ça fait un maillage de data qui va circuler au sein de votre organisation. Je sais, Vincent, que le sujet de data contract, c'est quelque chose que tu as pas mal creusé. Est-ce qu'il y a des, au-delà de la méthodologie, est-ce qu'il y a des outils, des frameworks qui aujourd'hui, concrètement, ou est-ce que en fait je le fais dans une feuille Excel, ou on peut aller plus loin en termes d'encadrement, on va dire, de ce qu'on contractualise? Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître à la remorque des data catalogues dont on parlait à l'instant, puisque c'est évidemment quand un data catalogue expose un dataset ou recense un dataset, il va être en mesure de le documenter et d'exposer ça, puisqu'il y a une norme qui est en train d'apparaître, qui est l'Open Data Contract OCD, Open Data Contract ODCS. Merci. Oui, ce monsieur gagne un exemplaire du data catalogue. Merci de ton support, Stéphane. Et donc cette norme qui est avec on a un Français qui participe beaucoup à ça, qui s'appelle Jean-Georges Perrin. Et j'espère qu'un jour on aura le plaisir de l'écouter au podcast. On a loupé plusieurs fois la possibilité de faire cet enregistrement. Et donc, ça permet de définir dans un fichier YAML l'ensemble des caractéristiques qu'on va vouloir mettre sous contrôle à l'intérieur du contrat. Et ces caractéristiques, ça va nous permettre derrière de générer des tests. C'est-à-dire que vous avez des frameworks qui vont vous permettre de lancer des tests sur les datasets que vous avez.
Et donc, et ces frameworks sont capables de parler tous les dialectes, qu'il s'agisse de Snowflake, qu'il s'agisse de BigQuery, de Postgre, tout ce que vous voulez. Donc, ça va vous permettre de lancer des batteries de tests et de vérifier à tout moment que vos contracts sont bien respectés, quoi. Un petit sondage à main levée encore pour savoir la popularité du data contract. Alors data mesh, c'est vrai que moi je fréquente le salon depuis quelques années et je pense qu'on l'a entendu, réentendu. Data contract, ça parle. Vous le découvrez ce soir, non? On a quelques personnes quand même qui l'avaient déjà entendu. Ouais. Ok. Est-ce qu'il nous reste, alors est-ce qu'on refait un appel pour vos anecdotes? Alors on peut ouvrir un petit peu parce qu'effectivement on a commencé de manière assez déceptive avec les grands ratés de la data qualité, de la non-qualité de données. Est-ce que vous auriez, on fait appel à ça aussi, avant que je vous raconte peut-être une dernière anecdote de non-qualité, faire appel à vos plus grands succès de qualité de données? Est-ce que vous auriez une belle histoire pour finir cet épisode live où finalement, grâce à la qualité de données, vous êtes allé plus loin, vous avez mieux réussi, vous avez conquis un marché, vous avez, je sais pas, sauvé des vies, des choses comme ça. Je vous raconte quand même une dernière anecdote de non-qualité. Véridique. J'ai déménagé au cours de ma vie et donc j'ai voulu changer de bureau de vote. Et donc à l'époque, quand on changeait de bureau de vote, on faisait une démarche en ligne. Donc c'était la fameuse dématérialisation des services publics. Et donc il fallait que je saisisse mon numéro de sécurité sociale. Et donc mon numéro de sécurité sociale me retrouvait mon profil et genre, je me dévoile un peu ma vie privée, mais j'ai 3 prénoms, un prénom et puis deux autres. Donc je m'appelle Paul Maxime Édouard. Donc je répète bien, Paul Maxime Édouard. Donc forcément, la sécurité sociale me connaît sous ce nom. Je me suis imaginé, moi étant dans l'informatique, qu'il y avait forcément un traitement automatisé qui faisait que le service des inscriptions sur les listes électorales s'appuyait sur les données qui venaient d'être relevées à partir de mon numéro de sécurité sociale. Je suis allé voter aux élections suivantes. Je m'appelais Paul Maurice Édourade. Et je vous promets que la personne qui tenait le bureau de vote m'a appelé par ce nom-là. J'ai dit bon, j'ai voté, mon vote est passé. Mais ce qui est très étonnant dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, sur une chaîne qu'on sentait automatisée, il y a eu un moment, une non-qualité de données. Alors, dans les 12 dimensions, Jérôme, c'est quoi l'erreur de saisie, l'erreur de sécurité, d'intégrité, erreur d'intégrité, où Maxime, avec une petite faute de frappe, ou même plus que de la faute de frappe, est devenu Maurice, et dans le Édouard, il y a un R qui a changé de place. Donc voilà, erreur de qualité de données ici. On vous tend le micro s'il vous reste une anecdote. Et je crois que les 3 livres avaient déjà été gagnés parce qu'il y avait la réponse de l'Excel de tout à l'heure, qui était effectivement une bonne réponse. Sur la non-qualité, moi j'ai aussi une anecdote qui est assez connue en fait finalement, et ça montre que parfois c'est pas que sur la donnée elle-même, mais ça peut être sur les données annexes, c'est-à-dire sur les unités. Et ça c'est la NASA qui l'a payé cher, plusieurs millions de dollars, puisque ils avaient envoyé une sonde vers Mars Explorer si je ne me trompe pas. Et que c'était un prestataire qui leur fournissait tout un plan, notamment pour l'approche. Mais le prestataire, c'est américain, il travaille en pied. Et la NASA, parce que ce sont des scientifiques, ils travaillent avec le système métrique international. Et donc, ils ont pris les données, et ils les ont traduits en mètres. Enfin, plutôt, ils les ont pris comme si c'était des mètres. Ce qui fait que la sonde est arrivée pas à la bonne hauteur, en fait, elle est arrivée beaucoup trop près et elle s'est écrasée. Voilà, donc petite erreur, grosse conséquence, uniquement parce qu'on avait une erreur sur les unités. Et là, on est dans quel critère qui n'a pas marché alors ? Et bien là, je pense que ce serait de la conformité, par exemple. Ou de la cohérence. Ou de la cohérence, oui. Si certains d'entre vous ne sont pas encore auditeurs, vous savez qu'effectivement, vous êtes invités à nous rejoindre sur le Slack du Big Data Hebdo, à écouter nos épisodes que vous pouvez depuis peu écouter en audio, mais aussi en vidéo, puisque on aura déjà 2 épisodes au compteur qu'on a publiés sous forme de vidéo. Et c'est pour nous un grand plaisir de pouvoir continuer à faire ça. Et puis on va essayer de plus en plus de faire des formats un peu interactifs.
d'essayer d'avoir des invités, d'essayer d'avoir des épisodes thématiques pour pouvoir vous apporter un contenu un peu différent de ce que vous avez pu jusqu'à maintenant. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire ce qui vous plaît dans le podcast et ce que vous avez envie de voir. C'est avec un grand plaisir qu'on essaiera de répondre à vos attentes. Eh bien, merci, et pour reprendre la formule habituelle, on espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à écouter ce podcast que nous avons eu à l'enregistrer. À très bientôt.